Bonjour monsieur, Bonjour. merci d'accepter ma demande d'entretien sur le thème de Napoléon et plus généralement de Napoléon et le 19e siècle. Une première question habituelle et rituelle, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Gonzague Espinosa d'Assonville. Je suis docteur en histoire de l'Université d'Avignon. Je suis spécialiste d'histoire politique du 19e en France et en Amérique du Sud. Et je suis aussi le président de la Société de Borda, qui est l'une des sociétés savantes les plus importantes du Sud-Ouest. Merci beaucoup. À votre avis, pour quelles raisons Napoléon a-t-il autant marqué ses contemporains? En fait, Napoléon marquait ses contemporains car que ce n'est pas en fait un grand homme, on dire, ordinaire. Euh, les acteurs de l'épopée impériale, que ce soit des politiques ou des militaires, sont en effet, en effet conscients d'avoir vécu un temps d'exception et de transformation extraordinaire. Bon, il faut dire aussi qu'il est difficile de ne pas se laisser absorber par ce destin hors norme d'un homme que rien ne prédestinait à prendre la tête de son pays, et puis encore en quelques années à peine parvenir à dominer l'Europe entière. Son règne et sa carrière militaire sont le fruit d'une ascension sans pareil, d'une ambition qui puise sans cesse aux sources d'un génie étonnant, d'une puissance qui semble venir d'ailleurs, même si cette ambition l'a perdu en poussant à utiliser ses extraordinaires facultés à mauvais escient. Euh, on peut dire aussi que sa personne a infléchi le cours de l'histoire par sa volonté de bâtir un État moderne. Il a doté la France de références politiques et administratives durables par ses rêves de grandeur et par sa gloire de chef de guerre hors pair. Il a montré à la France, mais aussi au monde, jusqu'où l'action d'un homme providentiel peut maîtriser le cours de l'histoire. Et jusqu'au bout, il a été un conquérant implacable et un chef d'État hors pair, mais aussi un animal politique à sang-froid. Alors, ça n'a pas empêché ses ennemis de Chateaubriand à Joseph de Maistre d'admirer son génie et son destin extraordinaire, magnifié par sa chute, où sa gloire s'est couverte d'un voile tragique, en fait. Et on peut dire aussi que dès la première campagne d'Italie, Napoléon pressent savoir mieux que les gouvernements révolutionnaires ce qui est bon pour la France. Et c'est animé de cette certitude qu'il a peu à peu construit, selon ses propres vues, des cadres administratifs de la France contemporaine. Et il a aussi été également l'instrument de sa propre gloire, puisque quoi de mieux pour faire parler de soi-même que de se mettre en scène, puisqu'il, vous savez, il porte la même tenue, se fait représenter dans les mêmes postures, et donc il a ainsi pérennisé sa silhouette qui est devenue célèbre. Il a inventé les communiqués de guerre dès la campagne d'Italie, en créant ses propres journaux destinés au moral des troupes, mais qui ont fait surtout connaître à la France les victoires de Lodi et de Rivoli. Dans ces journaux, qui écrit parfois lui-même des articles, on voit donc ces phrases qui sont restées célèbres. C'est le fameux Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre, il est partout et il voit tout. Des phrases de choc avec une propagande bien instillée lui permet de se placer au-dessus des autres généraux de la République. Il continue une fois arrivé au pouvoir. Les journaux mettent en valeur ses qualités de travailleur inépuisable et omniscient. Les bulletins de la Grande Armée ont également joué un rôle. Ils sont diffusés dans tout l'Empire et imposent ainsi la version officielle des combats, version à la gloire du génie militaire de Napoléon. Et leur retentissement a été énorme. Il y a aussi le catéchisme impérial qui enseigne qu'il faut, je cite, révérer, aimer l'empereur, lui obéir et considérer en lui l'image de Dieu et le dépositaire de sa puissance sur terre. Bon, il y a aussi la peinture et l'art qui sont mis au service du pouvoir. On peut penser au pestiféré de Jaffa de Gros ou le sacre de Jacques-Louis David. Il a ainsi assis sa légitimité sur son charisme et instillé la fascination pour la gloire dans la société du 19e siècle. Et on pourrait dire aujourd'hui qu'il a été en fait un bon communicant, se scénarisant afin d'apparaître comme un héros ou un demi-dieu, voire quelqu'un qui est l'objet d'un culte.
Merci, très bien. Alfred de Musset, dans un livre bien connu, La confession d'un enfant du siècle, décrit le mal du siècle. Les écrivains romantiques ont exprimé le désenchantement, le mal-être, comme si la société de l'époque s'ennuyait. Et pourtant, Napoléon n'était plus. Comment expliquez-vous la persistance de la geste napoléonienne tout au long du 19e siècle, notamment dans la littérature et même jusqu'au 20e siècle? Mais, on peut déjà dire, ce que disait Chateaubriand dans les Mémoires de Trotton, hein, retomber de Bonaparte et de l'Empire dans ce qui les a suivis, c'est tomber de la réalité dans le néant. Hein. Bon, il faut dire aussi que voilà, la légende napoléonienne commence véritablement avec les 100 jours. C'est à ce moment-là que sont apparues les nouvelles formes d'adhésion à Napoléon, un Napoléon populaire, un Napoléon avec des idées néo-républicaines, avec les romantiques, des événements comme l'Affrée, hein, là où on voit Napoléon, le ralliement de l'armée de Napoléon, à Napoléon devant Grenoble, devient emblématique du charisme politique de l'empereur, hein, qui incarne dès lors une synthèse possible entre libéralisme, patriotisme défensif et héritage révolutionnaire. La fin tragique de l'épopée conforte la dramaturgie, hein, elle entretient le goût de l'extraordinaire. Son exil à Sainte-Hélène lui permet de figurer comme un martyr aux yeux de toute une partie de l'opinion. Et ce culte se développe d'abord autour des images et des objets. Bon, au départ, ça concerne surtout des petits groupes, des cultivateurs, des étudiants, des ouvriers et bien sûr d'anciens soldats. Les organisations de demi-soldes vont jouer un grand rôle. Plus d'1 million d'entre eux ont été démobilisés entre 1814 et 1815 et devenir presque immédiatement des agents de la légende napoléonienne. Mais attention, hein, tous ne sont pas devenus ces agents. Hein, tous les demi-soldes ne sont pas des Napoléoniens en attente du retour de Napoléon, hein, puisque certains ont réussi à s'intégrer dans la société post-napoléonienne. Et plus tard, ces forces se sont organisées et donné naissance au bonapartisme, un courant politique qui voudra restaurer l'Empire. Alors, cette résistance n'a rien à voir toutefois avec le napoléonisme, hein, qui se définit plutôt par un sentiment d'admiration et une émotion qui peuvent aboutir à un culte véritable, hein, sans engagement politique. Et donc, l'essor de la légende a été aussi favorisé, hein, par les œuvres des romantiques, des œuvres poétiques et populaires. On peut penser à Stendhal, hein, Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme, Balzac, Le médecin de campagne, le colonel Chabert, Victor Hugo, Gérard de Nerval avec La fin de Musset que vous avez cité, Chateaubriand. Tout cela vont jouer un rôle fondamental, mais dans les années 1820, c'est surtout le chansonnier Pierre-Jean de Béranger, hein, qui va mettre en musique la légende napoléonienne. Il y a aussi ceux qui souhaitent œuvrer en faveur de la cause de Napoléon, qui vont agir dans des cadres de sociétés secrètes, hein, parfois même au cœur de grands complots de l'époque. Il existe en fait différentes formes de mobilisation, hein, qui expriment une réelle loyauté à l'égard de la personne de Napoléon. Dans les imageries populaires, Napoléon est identifié à un ensemble de valeurs, hein, au centre desquelles se trouve l'idéal de la liberté, hein, ce qui joue aussi un rôle essentiel dans les groupes d'opposants à la Restauration. Et de plus, Napoléon, identifié à la cause de la Révolution, hein, avec le succès du mémorial Sainte-Hélène, contribue largement à expliquer la persistance de cette image libérale, tandis que la légende insiste sur le fait que Napoléon était le souverain choisi par le peuple et agissant dans son intérêt. Sous la monarchie de Juillet, la mémoire de Napoléon devient constitutive de la mémoire officielle de l'État français. Il est le symbole de la grandeur de la nation. En 1840, hein, le retour des cendres vient confirmer la persistance de cette ferveur napoléonienne et l'apothéose de cette légende, hein, qui vient en contrepoint du recul de la France sur la scène internationale, recul qui est déploré par Stendhal et Victor Hugo, hein, dans leurs œuvres et qui eux, ont suivi durant leurs jeunes années les triomphes de la Grande Armée. Et d'ailleurs, dans Alfred de Vigny, hein, dans Servitude et grandeur militaire, évoquera une castration d'une jeunesse nourrie au bulletin de la Grande Armée qui, arrivant à l'âge adulte sous la Restauration, ne pourra pas réaliser ses rêves de gloire militaire. Et cette légende servira le Second Empire et Napoléon III, hein, comme par la création de la médaille Sainte-Hélène pour les nombreux vétérans encore vivants, et qui perpétue le culte en mettant au goût du jour la Saint-Napoléon. Et donc, tout ceci a fait que cette légende dorée, mais aussi qui est accompagnée de sa légende noire, a pu perpétuer
tout au long de ce 19e siècle. Vous l'avez dit dans votre réponse, donc vous me facilitez la transition. Vous avez parlé du mémorial de Sainte-Hélène qui a contribué à la pérennité de la légende napoléonienne. Je voulais juste savoir, est-ce que vous l'avez lu? Et si oui, qu'en avez-vous pensé? Ben, en fait, tout historien du Premier Empire ou passionné de la période se doit de l'avoir lu, hein. C'est un des textes incontournables de l'épopée napoléonienne. Alors, il n'existe pas un ouvrage écrit sur la période qui n'emprunte pas une ou plusieurs de ses citations, hein, en dépit des précautions qu'il faut prendre avec ce genre de récit. Bon, il est vrai qu'il est tentant, hein, pour l'historien, voire facile, de se référer aux propos de Napoléon rapportés par Lascaz, hein, aux faits racontés, expliqués, aux bons et mauvais points distribués aux acteurs de l'épopée par un juge suprême décidant sans appel. Hein, mais il constitue une matière première importante. Alors, pour répondre à votre question, oui, je l'ai lu. Hein. Alors, j'ai lu en fait l'édition scientifique et critique la plus complète jusqu'à présent, hein, celle de Marcel Dunant, qui est de 1951, si je me rappelle bien, dans laquelle il signale tous les changements opérés par Lascaz, hein, rajout, ce qu'il a coupé ou ce qu'il a modifié au fil du temps. J'ai lu également l'édition qui se rapproche le plus du manuscrit original, hein, qui a été confisqué par les Anglais au moment de l'expulsion de Lascaz de Sainte-Hélène, hein, dont une copie a été retrouvée récemment et publiée par la Fondation de Napoléon. Alors, c'est une version moins volumineuse et on voit que Lascaz a considérablement augmenté son texte final une fois revenu en Europe. Et c'est là, finalement, quand on compare les deux versions, qu'on perçoit le mieux le génie littéraire de Lascaz, hein, qui arrive à donner à son texte une dimension, peut-on dire, plutarchienne, hein, avec ses formules ciselées, son style, sa masse d'informations, qui font qu'on ne peut pas rester indifférent vis-à-vis de ce texte. Hein. On croit entendre parler Napoléon, alors qu'en réalité, c'est Lascaz, hein, qui raconte et interprète les propos de Napoléon. Et avec ce manuscrit original, on peut se faire une meilleure idée de la fiabilité et de la sincérité historique du texte publié, hein, notamment pour ce qui concerne la spontanéité et l'authenticité des longues citations, hein, et considérations attribuées à Napoléon. Hein. Donc, c'est plus un reportage avec cette version entre guillemets originale, c'est plus un reportage sur le vif, hein, que le bréviaire qu'il est devenu par la suite. Et bon, des citations à succès comme Quel roman que ma vie, j'ai voulu être le régénérateur de l'Europe, je l'ai pris pygmée, je l'ai perdu géant en propos du maréchal Lannes, bon, il ne figure pas dans cette version-là. Et en fait, c'est d'abord le récit de la captivité de Napoléon et c'est également le récit des événements et des hommes qui entouraient Napoléon ou luttaient contre lui selon l'opinion de Napoléon. Et c'est aussi la vision de l'épopée par Napoléon lui-même et la présentation de l'avenir tel que conçoit Napoléon. On sait que tout au long du 19e siècle, c'est un livre qui a été beaucoup lu. Pour l'époque, on parle même de best-seller, hein, vous me pardonnerez cet anglicisme. Alors oui, il a beaucoup été lu, mais est-ce qu'on peut réellement mesurer l'impact de cet ouvrage sur l'opinion publique? En fait, on peut le faire grâce au nombre d'exemplaires qui ont été vendus. Là, on peut mesurer, on peut quantifier le nombre d'exemplaires qui ont été vendus, puisqu'il y a une lettre de Lascaz au général Bertrand qui explique, cette lettre est de 1840, soit 2 ans avant que Lascaz décède, où il explique qu'il a vendu 44 000 exemplaires, ce qui est pas mal, mais ce qui ne fait pas lui justement le best-seller dont on a parfois justement dit à propos du mémorial. Alors, il a eu un succès important à sa sortie en 1923, hein, il a été traduit en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en suédois, bref, il a été réédité à plusieurs reprises et il a été corrigé par son auteur et son fils jusqu'en 1942. Et finalement, le chiffre de 44 000 exemplaires, donc c'est un chiffre considérable, mais quand on regarde les chiffres de la librairie de l'époque, c'est-à-dire qui imposait aux éditeurs de déclarer le nombre d'exemplaires qu'ils vendaient, qu'ils avaient édité, pardon. On voit que le mémorial se trouve dans les 20 premiers jusqu'en 1846. Après, il baisse dans le classement. Il y avait surtout des fables de La Fontaine qui étaient plutôt au top des ventes. Mais il fait partie des titres qui ont connu un grand succès de librairie au 19e siècle, hein, et qui a été réédité jusqu'au 20e siècle. En fait, le jugement a été faussé par le retentissement que le mémorial a eu à sa sortie.
Alors, il est fort à parier que si le mémorial a été sorti dans sa version initiale, hein, comme je disais il y a quelques minutes, il n'aurait certainement pas pris l'ampleur qu'il a eue à l'époque. Hein, il n'aurait été qu'un témoignage supplémentaire, finalement, sur Napoléon. Mais si à sa parution, les élites de l'époque n'ont pas manqué de lucidité sur sa nature, hein, notamment que c'était un récit de la captivité de Napoléon, au fil du temps, ce texte est passé du statut pour ses contemporains de mémoire de Lascaz à celui de manifeste de Napoléon. Et c'est là qu'on entend parler de Napoléon et affirmer qu'il a été un monarque libéral, qu'en digne héritier de la Révolution française, il a voulu répandre les bienfaits ses bienfaits sur le continent, voire au monde entier, et que seules les coalitions européennes et des monarchies de l'ancien régime, l'en ont empêché. Et Napoléon parvient ainsi, post-mortem, avec la complicité de Lascaz, hein, à confisquer les deux forces montantes du XIXe siècle, c'est-à-dire le nationalisme et le libéralisme, et qu'il avait pourtant combattu. Et en cela, en fait, il faisait oublier le César antilibéral au profit du Napoléon démocrate. Et en fait, le mémorial a fini par donner au bonapartisme post-napoléonien la silhouette d'une réalité recomposée, enfin un corps de doctrine à peu près cohérent brandi par le futur Napoléon III pour parvenir au pouvoir. Et comme je disais tout à l'heure, le mémorial a aussi un effet significatif sur toute une génération de jeunes écrivains qui redécouvrent Napoléon, donc les romantiques qui sont au départ plutôt de sensibilité royaliste. Je pense à Lamartine, à Vigny, à Géricault, qui avait suivi Louis XVIII à Gand en 1815. Victor Hugo et Chateaubriand qui avaient dénoncé le pouvoir arbitraire de Napoléon, au fur et à mesure, ils vont aussi participer à la légende dorée. Et finalement, comme disait Napoléon l'avouait lui-même, avec ce mémorial, ce qui a permis aussi de sa renommée, si le Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. Et donc, la légende incarne la gloire passée et la grisaille du présent. Alors, une autre question, monsieur. Beaucoup considèrent le Premier Empire comme une parenthèse, voire un accident de l'histoire. Cependant, les Bourbons à la Restauration conservent la majorité des institutions et des réformes napoléoniennes. J'ai une phrase de Fouché là, qui me vient en tête, que je n'avais pas écrite, mais je vous la dis. C'est Fouché dans ses mémoires dit les Bourbons se sont couchés dans le lit de Napoléon, ou la variante c'est les Bourbons ont mis les chaussons de Napoléon. Enfin, bon, vous avez compris l'idée. Donc en fait, à la Restauration, les Bourbons conservent la majorité des institutions et des réformes napoléoniennes. Et ce qui est intéressant et même curieux, c'est qu'il en sera de même pour les républiques qui adviendront après la royauté et le Deuxième Empire. Alors en les aménageant et tout, mais est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce constat factuel, tout simplement? En fait, si ces institutions et ces réformes napoléoniennes ont été conservées, c'est que les différents régimes y ont trouvé leur compte. Depuis son exil, Louis XVIII avait bien compris le premier, les changements opérés dans la société française depuis la Révolution française. Il avait fait plusieurs déclarations en ce sens, en 1804 et surtout en 1813, dans laquelle il faisait preuve d'une capacité d'adaptation en reconnaissant la plupart des acquis de la Révolution et de l'Empire, et qui ont été consacrés par la charte de 1814, comme le Code civil, qui n'a vraiment connu sa première modernisation qu'à partir de la Troisième République. Napoléon n'a pas été l'inventeur ni le premier promoteur de la centralisation, puisque l'ancien régime avait tenté de remplacer l'organisation traditionnelle décentralisée et entravée par les interventions juridictionnelle intempestive des parlements par une forme moderne, bureaucratique et plus efficace, qu'on a parfois appelé la monarchie administrative. Toutefois, avec la Révolution française, malgré 2 siècles d'efforts de la monarchie, les particularismes locaux, l'enchevêtrement des circonscriptions administratives, la coexistence d'agents anciens ayant acheté leur charge avec ceux qui ont les nouveaux, qui ont été recrutés pour leur qualité, cette coexistence subsistait. Et de fait, la centralisation des pouvoirs à Paris et l'organisation administrative napoléonienne servaient finalement les intérêts de la monarchie restaurée et des régimes suivants, en imposant l'autorité de l'État sur tout le territoire. Et juste, j'y pense justement, en 1814, le duc d'Angoulême dit préférer les départements aux provinces.
en disant cela, il n'a pas fait que des heureux parmi la noblesse provinciale, puisque celle-ci souhaitait le retour de l'ordre ancien avec les parlements et les États généraux. Napoléon aussi a laissé une fonction publique telle qu'on connaît aujourd'hui, durant la Révolution française. L'officier de l'Ancien Régime se mue en administrateur avant de devenir, sous l'Empire, un fonctionnaire public. Et ces agents servaient un État qui s'élevait au-dessus des intérêts locaux et personnels. Et par échelons successifs, toute décision publique procédait de l'État et concrètement encore de son chef. Et donc, en dépit des nombreux soubresauts du 19e siècle, cette fonction publique a garanti la pérennité de l'État, et quel que soit son régime politique. Vous avez commis une thèse consacrée à Maximilien Lamarque, général dans la Grande Armée. Je voudrais qu'on revienne sur un passage qui est connu, c'est ses funérailles, le 5 juillet 1832. Elles sont l'occasion d'un soulèvement républicain, et ce passage de cette vie est immortalisé par le génial Victor Hugo dans son roman Les Misérables. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce général en quelques mots? Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pour quelles raisons vous avez décidé de travailler sur Maximilien Lamarque? Mais en fait, Maximilien Lamarque est né on va commencer normalement, né le 22 juillet 1770 à Saint-Sevé, dans la sénéchaussée des Landes, qui est aujourd'hui à peu près le département des Landes. Il appartient à cette génération qui a eu 20 ans en 1789 et qui, par les circonstances exceptionnelles offertes par la Révolution, est devenu un officier dans l'armée, alors que rien dans son milieu familial ne lui prédestinait. Parce qu'en fait, il est issu d'une famille de la moyenne bourgeoisie, qui n'a eu de cesse depuis le XVIIe siècle de s'élever socialement, en nouant des alliances avec des familles de la petite noblesse locale. Ce sont surtout des hommes de loi ou des hommes d'église. Le père du général Lamarque, Pierre-Joseph, est un procureur du roi à Saint-Sevé, ce qui fait de lui l'un des officiers de judicature les plus importants de la sénéchaussée. Ce père est élu en 1789 député aux États généraux. Le futur général va le suivre à Paris en 1790 pour participer à la fête de la Fédération comme garde nationale des Landes. Il va rejoindre le club des Jacobins et participer à la vie politique de la capitale. Ses convictions vont le pousser à s'engager dans les bataillons de volontaires pour défendre la patrie en danger. Il va connaître une ascension fulgurante, comme on connaît beaucoup à l'époque. Il est capitaine en 1793 à 22 ans, colonel à 24 ans. Il combat au Pays Basque contre les Espagnols. Plus tard, il va participer au 18 Brumaire et il va faire la campagne d'Allemagne de 1801, à l'issue de laquelle il devient général. C'est un homme d'esprit qui a l'art de se faire des alliés et des amis puissants dans le clan Bonaparte, de Joseph en passant par le général Leclerc, le beau-frère de Napoléon, et l'autre beau-frère Murat, mais aussi des ennemis assez puissants aussi, comme le maréchal MacDonald, puisque l'homme est ambitieux et sûr de lui, et durant toute la période impériale, il a constamment cherché la reconnaissance de ses services, qui aurait pu faire de lui un général de premier plan, mais pour son plus grand malheur, son caractère impulsif, et ses mauvais choix ont été des grains de sable qui l'ont envoyé la plupart du temps sur ces fronts périphériques oubliés de la légende napoléonienne, c'est-à-dire le royaume de Naples, la Catalogne, la Vendée en 1815. Mais grâce à sa ténacité et à un sens aigu de l'adaptation à la lutte contre la guérilla, il va arriver à triompher à chaque fois de ces événements et de ces obstacles. On peut signaler comme son fait d'armes celui qui, pour lui, était le plus glorieux, c'est avoir repris l'île de Capri aux Anglais, qui était commandé par un certain Sunlo, le futur geôlier de Napoléon Sainte-Hélène, qu'il a reprise donc en 1808. Mais la chute de l'Empire va briser tous ses espoirs de promotion et de gloire, et il va s'en suivre une lente descente aux enfers. Il va être surveillé, exilé aux Pays-Bas. Après, il va être rappelé en 1818, mais il sera toujours suspecté par la Restauration. Après la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, il va se faire le défenseur jusqu'au boutiste de la gloire napoléonienne, à une période où celle-ci est encore mal vue, pas vue par le pouvoir, puisqu'on est encore en 1823. Alors qu'il a pu se montrer critique par le passé envers Napoléon sous l'Empire, mais il faut dire qu'il n'a pas été, il l'a fait de façon très modérée et surtout pas à haute voix.
Alors, la suite de sa vie sous la Restauration et la monarchie de Juillet lui offre un exemple nous offre pardon, un exemple de reconversion réussie. Il maîtrise l'art de la conversation, il ferait avec le tout Paris. À son contact, il va reprendre goût avec cette passion de la politique qui ne l'a jamais vraiment quitté. Hein. Il est resté indéfectiblement un homme de 1789, hein, un moment où la Révolution française ne s'était pas encore emballée. Son élection, longtemps retardée à la Chambre des députés, puisqu'il n'est élu qu'en 1828, donc en fin de Restauration, et est une consécration tardive de ses mérites, hein, même si ce ne sont pas ceux qu'il avait espérés. Mais la députation va lui donner une nouvelle chance de servir la nation et l'opportunité de réussir là où il a échoué précédemment comme militaire, hein, c'est-à-dire faire partie des personnalités qui comptent de son temps. Et son parcours, on peut en dire, témoigne d'une continuité dans l'ambition de jouer les premiers rôles et de bénéficier de l'ascenseur social parce que la rupture née de 1789 lui permet de l'envisager. Et pour répondre à votre autre question, pourquoi j'ai choisi ce personnage, en fait, quand j'ai commencé son étude, j'étais loin d'imaginer la richesse du personnage. Euh, il se trouve aussi que je suis originaire du même département que le général Lamarck, que je n'habite pas très loin de sa ville natale de Saint-Sevé. Et depuis tout petit, bon, j'ai toujours entendu parler de lui parce que son nom, dans le département, a encore une certaine résonance historique, hein, bon, notamment grâce aux Misérables. Mais finalement, quand j'interrogeais les gens à ce sujet, bon, on me répondait qu'il était un général de Napoléon, qu'il avait été député des Landes, qu'il avait œuvré au développement du département. Mais finalement, on ne savait pas m'en dire plus. Il y a quelques études dans ce sujet, mais bon, qui s'intéressent surtout à un pan de sa vie, ou alors on le voit dans d'autres études, mais vraiment comme un partage très secondaire. Et donc, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et comme il a laissé de nombreuses archives qui étaient encore peu exploitées, ou pas du tout, j'ai sauté le pas et j'ai fait donc ma thèse sur ce personnage. C'est passionnant ce que vous avez dit, c'est très intéressant, mais est-ce que vous pourriez revenir justement sur ce 5 juillet 1832? Comment ce général de Napoléon est-il devenu si populaire sous la monarchie de Juillet? Et pourquoi ce général bonapartiste ou napoléoniste est-il devenu l'emblème ou la cause d'un soulèvement républicain? Alors, il y a deux questions. Je vais répondre à le positionnement politique de Lamarck. En fait, oui, bonapartiste, ça dépend ce qu'on entend par là. Disons c'est plutôt un napoléonien, plutôt attaché à la personne de Napoléon. Puisqu'à ce moment-là, en 1832, bon, la cause impériale elle est conservée par le roi de Rome, mais qui, en 1832, décède de la tuberculose. Mais bon, à ce moment-là, Lamarck était encore en vie. Mais il n'était pas pour autant pour une restauration de l'Empire. De même qu'il n'était pas pour la République. Et là, il est très clair à ce sujet. Hein, dans son journal que j'ai édité il y a 2 ans, il explique très bien que là, pour lui, et comme pour beaucoup d'élites, de membres de l'élite de l'époque, la République a été tuée par la terreur. La République, c'est 93. Donc, pour lui, il est hors de question de suivre de rétablir la République. Ce qui n'empêche pas d'avoir des passerelles avec des meneurs républicains. Hein. Je pense à Armand Marrast, hein, bon, qui sera un futur 48 heures. Armand Marrast donc est vraiment un républicain engagé, mais Armand Marrast était aussi le régent du collège de Saint-Sevé. Donc, il se connaissait plus localement parce qu'il avait été le professeur de son neveu à Saint-Sevé et qu'il a poussé à la carrière euh, que vraiment partager ses idées. Pareil, le scientifique François Raspail, bon, il avait des liens avec lui, mais il voyait plus comme un homme de science plus comme un homme de science qu'un républicain. Donc, finalement, le positionnement politique de Lamarck
n'est pas contre la monarchie de Juillet également. Hein. Il fait plutôt partie de cette opposition dynastique, hein, opposition de gauche, qui est respectueuse de Louis-Philippe, tout en restant à l'écart, puisque il n'a jamais été un orléaniste sous la Restauration, il s'est toujours tenu à l'écart du duc d'Orléans, futur Louis-Philippe. Et donc finalement, c'est quelqu'un qui a un caractère assez indépendant, parce qu'il a eu joué des tours parfois, il peut avoir de réseau. Et ce qui arrive, qu'en fait, que lors de ces funérailles l'a fait passer à la postérité malgré lui, hein, d'une mauvaise manière, c'est tout un contexte politique en fait que je dois retracer, puisque les républicains à ce moment-là, les républicains c'était surtout des jeunes parisiens, des jeunes étudiants, quelques vieux briscards de la Révolution française de 89, et qui cherchaient en fait des hommes politiques, pas des hommes politiques, mais des chefs pour incarner leur mouvement. Ils en avaient, mais pas assez populaires. Et effectivement, il y avait des centres de convergence, ça soit Lamarck faisait par exemple, était pour les révolutions qu'il y avait en Europe à ce moment-là, les révolutions belges, polonaises et en Italie du Nord en 1831. Et donc, il était pour ce messianisme révolutionnaire qui datait de 1789. Donc, ça, c'était vraiment des points de convergence. Mais pour le reste, Lamarck ne partageait pas du tout les points de vue républicains. Et il faut aussi signaler qu'à sa mort en 1832, le général Lamarck est plus connu comme un homme politique qu'en tant que militaire. Et l'intéressé lui-même en était conscient, puisqu'en tant que militaire, il disait qu'une centaine de généraux s'étaient distingués autant, voire plus que lui, hein, sous l'Empire, et qu'il était difficile de sortir du lot. Et donc, c'est surtout la monarchie censitaire, hein, que ce soit la Restauration, la monarchie de Juillet, qui a fait de lui un homme populaire. Alors, cette popularité, d'abord, c'est circonscrite à sa région d'origine, au salon parisien et à certains cercles militaires. Alors, tout change quand il devient député en 1828. Beaucoup, lors de son élection, vont voir en lui le successeur du général Foy, hein, qui est un autre général napoléonien, qui s'était reconverti donc député, mais qui était mort en 1825 et qui s'était fait le champion des libertés publiques, le défenseur de l'ancienne armée, et surtout qui avait gagné ses galons d'orateur. Et Lamarck n'était pas sans savoir que pour devenir un député populaire, il fallait remplir deux conditions. La première, c'était de s'attaquer aux discussions du budget annuel, hein, très importante pour un député, car elles sont abondamment suivies et analysées par la presse et l'opinion publique, hein, puisqu'elles touchent à leur quotidien. Ces discussions permettent à l'orateur de s'étalonner et de gagner une véritable stature politique en cas de succès rhétorique. Et enfin, deuxième point, c'est toutes les discussions en rapport aux affaires étrangères, puisque ça touche à la puissance et au rayonnement international de la France. Et si Lamarck n'a jamais figuré parmi les ténors de la Chambre des députés, il a su se faire remarquer par quelques bons mots et quelques phrases assassines à l'encontre de ses collègues. Et ses postures théâtrales et sa voix, peut-on dire sépulcrale, ont également suscité l'enthousiasme des spectateurs. Là, vraiment, on a des témoignages dans des mémoires ou dans la presse, dans les journaux, des spectateurs dans les tribunes, hein, qui croyaient entendre, comme on disait à l'époque, la parole du patriotisme souffrant et indigné. Et c'est vraiment, il faut vraiment attendre la monarchie de Juillet 1830 pour que sa popularité prenne son envol, puisque pour les déçus de la Révolution de Juillet, Lamarck va incarner un chef de file, hein, comme peut l'être Lafayette, qui lui se satisfait de son magistère moral exercé sur les amis de la liberté. Et Lamarck va constamment défendre les droits de l'ancienne armée napoléonienne, les droits aussi du peuple, de la gloire napoléonienne. Et son petit côté tribun de la paix, voire ses airs assumés de revanchard sur les traités de 1815, lui permet aussi, hein, d'être populaire, mais aussi de se faire beaucoup d'ennemis. Et chez tous ceux qui estiment que la révolution de 1830 doit permettre à la France de reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée 15 ans auparavant. Et grâce à ce mouvement d'opinion, plus ou moins
bien canalisé et pour lui un moyen de faire pression, moyen de faire pression capable d'influencer en fait des députés qui sont craintifs et surtout pacifistes vis-à-vis de l'excitation révolutionnaire qui règne en France à ce moment-là, mais aussi en Europe, puisque les débuts de la Mancheville sont assez difficiles, entre 1830 et 32. Il y a beaucoup d'instabilité et de désordre intérieur, et aussi en Europe, puisque la révolution à Paris a fait un effet boule de neige. À Bruxelles, à Varsovie, mais aussi en Romagne, en Bologne. Et surtout, voilà, c'est surtout l'année 1831 qu'on peut dire que c'est l'année où sa popularité a été la plus haute. Sa popularité va dépasser les frontières et donc elles sont bien aidées par ces crises internationales et il va pousser donc, comme je disais, la France à la guerre pour aider ces peuples à s'émanciper, à se défaire du carcan du Congrès de Vienne. Et de fait, on peut dire qu'il a réussi à maîtriser les nouveaux codes d'une société post-impériale où la gloire parlementaire a supplanté celle des armes. Et comme il le disait lui-même, il croyait que sa carrière était finie parce qu'on lui avait brisé son épée et qu'il a compris que la gloire du guerrier n'est plus rien auprès de la gloire du citoyen. Très bien. Alors, dernière question, on va faire un petit bond dans le temps. Vous en avez parlé tout à l'heure aussi, mais voilà, je voudrais vous poser cette question pour avoir votre avis. Est-ce que l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, au suffrage universel masculin, première fois de l'histoire, ceci dit en passant, entre parenthèses, peut être considérée comme une revanche posthume de Napoléon Ier? Oui, d'une certaine manière, bien que Napoléon était bien loin de penser que ce serait son neveu, issu de l'union entre son frère Louis Bonaparte et sa belle-fille Hortense de Beauharnais, qui arriverait sur le trône. Puisqu'il faut rappeler qu'à la mort de Napoléon en 1821, l'héritier du trône, c'est son fils, le roi de Rome, ou ce qu'on appelait l'Aiglon. Surtout qu'il subsistait encore des membres de la famille impériale et rien n'était encore joué pour le futur Napoléon III, puisque selon l'ordre de succession au trône, il devait encore compter sur ses oncles Joseph et Jérôme, son propre frère, lui, qui meurt en 1846, ainsi que son frère aîné, qui mourra un peu plus tôt. Et donc, mais bon, les frères de Napoléon étaient assez âgés à ce moment-là, et en plus, ils ne songeaient nullement à revendiquer l'héritage impérial. D'ailleurs, ils en auraient été bien incapables de susciter l'enthousiasme du peuple qui n'envisageait pas d'autre héritier que le roi de Rome, qui était toujours prisonnier en Autriche. Et d'ailleurs, toute prétention de la quatrième dynastie a failli s'éteindre avec la mort du fils de Napoléon en 1832. Et comment croire, après ça, à un retour de l'Empire, alors qu'une révolution victorieuse en 1832, qui avait chassé Charles X, et cette révolution victorieuse de 1830 n'a rien pu faire en faveur donc, du roi de Rome, et qu'à la place, qu'un troisième Bourbon s'installait sur le trône de France. La force du futur Napoléon III a été en fait de bousculer l'ordre des choses en faisant acte de prétendant. Ce qui va permettre la survie de la cause impériale, qui se distinguait alors, comme je l'ai dit, de la légende napoléonienne. Mais bon, il va aussi surestimer la popularité de cette cause impériale, puisqu'il va tenter son coup d'État à Strasbourg en 1836, qui va lamentablement échouer. Mais ce coup d'État est fondamental parce que là va naître le bonapartisme qui plus tard va porter Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir. Et au napoléonisme de la bourgeoisie, peut-on dire, allait succéder le bonapartisme des classes populaires. Et c'est là l'autre tour de force de Napoléon III, et d'avoir su capter cette légende napoléonienne à son profit et la concilier avec la cause impériale. Sans cela, il n'aurait jamais pu être le premier président de la République. Et en cela, le mémorial de Sainte-Hélène a joué son rôle de bréviaire. Mais en parallèle, Louis-Napoléon a développé son propre corps de doctrine. Je pense aux idées napoléoniennes qui ont été publiées en 1839, l'extinction du paupérisme en 1844, et doctrine transformant le culte de Napoléon en des idées fortes qui a permis d'élargir son socle électoral et donner aux institutions françaises un cadre précis et durable dans un 19e siècle très mouvementé. Et face au refus de la monarchie de Juillet, en fait, d'élargir le suffrage, ces idées de suffrage universel offrent une réponse à tous les dissidents, même aux républicains. Mais s'il reste un
un inconnu du grand public en 1848, il a pu capitaliser sur son nom, puisque dans une France encore en grande partie analphabète, le seul des candidats à la présidence que connaissait une majorité de Français, ben, c'était Bonaparte. Et bon, même on a raconté que certains ont pu penser voter pour Napoléon Ier. Et il y a, je dirais pour terminer, il y a cette anecdote d'Adolphe Thiers, hein, qui était à ce moment-là le chef de file des conservateurs du Parti de l'Ordre, et qui cherchait un candidat qui ne serait qu'une marionnette donc, entre ses mains. Et pour avoir un avis sur le meilleur candidat possible, hein, il avait interrogé son porteur d'eau, et donc il lui demande: que pensez-vous du maréchal Bugeaud? Je ne connais pas. Du prince de Joinville? Ah oui, le fils à Philippe. De Cavaignac? Ah, j'en ai entendu parler, oui. Et le prince Louis-Napoléon? Ah oui, celui-là, je le connais. Donc, vous voyez la force du nom, mais aussi toutes les idées et la légende qui ont permis à Louis-Napoléon Bonaparte de devenir président de la République. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.